c'est correct. Je te dirais, moi, je sens la fièvre augmenter au fur et à mesure que ça... Rentrant en demi-finale, tu sens que les joueurs veulent la gagner. Avant ça, j'ai l'impression qu'on est un petit peu là, sur l'air d'aller. Mais t'es pas en pleine forme, t'es pas au milieu de ta saison. Au mois de novembre, quand tu viens de finir, je ne sais pas, mais il me semble, Marc, on pourrait peut-être penser à avoir deux équipes qui sont au sommet. T'arrives au mois de novembre, je ne sais pas, mais il me semble qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. Ben, écoute, oui, on peut le faire. C'est sûr que là, ça serait une vraie série mondiale dans ces cas de Oui. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet. On s'approche dangereusement du début de saison. Enfin, c'est cette semaine, même si officiellement ce sera dans une dizaine de jours. On va jouer 2 matchs au Japon. On va y revenir dans quelques instants. Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. D'abord, joyeuse Saint-Patrick. Marc, ça te concerne directement parce que tu as des racines quand même irlandaises que tu montres fièrement par le biais de cette casquette des Dodgers de Los Angeles. L'Irlandais en toi est jamais très très loin. Hein. Exact. D'ailleurs, j'ai même fait un voyage il y a quelques années avec mes frères et mon père pour aller voir de quel village on venait, St. Mullins en Irlande. Et la cassette que je porte, je l'ai portée, Alain, en 1989 au camp d'entraînement, alors que les Dodgers ont joué un match préparatoire la journée de la Saint-Patrick. Alors, on nous avait à l'époque donné donc cette casquette verte qu'on portait lors du match. Et j'ai ressorti ça, là, j'ai trouvé ça dans tes boîtes et je l'ai ressorti pour aujourd'hui. Oui, et c'est un bon moment pour le faire. Marc, on va continuer de parler de blessures. On savait qu'à un moment donné, c'était pour venir. Il y a 2 équipes qui ont été affectées plus que d'autres, je dirais. Les Rangers du Texas, 2 lanceurs. On parle de Cody Bradford. John Gray était supposé d'être partant. Va revenir. Lui, c'est une flèche qu'il a reçue. Fracture un poignet. Dans le cas de Bradford, c'est qu'on prévoyait qu'il y avait des chances qu'il soit lanceur partant cette année. Il a pas mal fait au cours de la dernière saison. Donc, du côté des Rangers du Texas, c'est fragile au monticule. On est une équipe qui est vieillissante dans l'ensemble. Tu regardes l'âge de la plupart des joueurs, Marc. Les Garcia, les Seager, ça a dépassé 30 ans. Je sais qu'on essaie de se renouveler, mais je trouve ça fragile, moi, du côté des Rangers du Texas. Écoute, Alain, je sais pas, on en a parlé il y a 2 semaines, tu sais, qu'on trouvait qu'il y avait justement peu de blessures, que c'était le fun cette année, en espérant que c'était pas de notre faute, là, mais ça, c'est la crainte, parce que des lanceurs partants, entre autres choses, on le sait, Alain, c'est plutôt rare. Tu sais, je veux dire, c'est plutôt difficile à les dénicher. Je sais que ça a changé beaucoup. On demande 5 manches, souvent aux lanceurs partants. Bon, mais ça reste que c'est un élément tellement important, surtout pour amortir une saison, surtout pour si tu as de la profondeur, ben tu sais que tu es capable de te débrouiller avec ça, parce que on a beau avoir une bonne attaque, Alain, si tes lanceurs partants font pas le travail, ben inévitablement, tes lanceurs de relève deviennent fatigués rapidement, puis ça tu sais, c'est un effet d'enchaînement là qui est pas agréable. Fait que c'est sûr qu'il y a des belles histoires avec les Rangers, avec Jacob deGrom qui devrait revenir, puis on a entendu parler du fait que, bon, est-ce qu'on le fait sauter quelques tours parfois, puis là, oups, on se retrouve avec 2 partants blessés. Alors, est-ce que ça va forcer un petit peu à deGrom de finalement pas sauter de tour et rester à 4 jours de repos anti-départ? Bon, ça reste à voir, mais ça complique drôlement les choses. Et c'est pour ça que faire des prédictions trop tôt en début de saison, en début de camp d'entraînement, il faut faire attention parce qu'on se dit, effectivement, ça peut changer l'allure carrément d'un début de saison d'une organisation, là, lorsque y a des blessures de la sorte. Fait que, tu sais, lorsque tu as un gars qui se blesse, tu penses qu'il y en a un autre qui va prendre sa place, puis l'autre se blesse aussi, ben, écoute, c'est toute l'organisation, là, qui en ressent. Donc, par contre, souvent, ça donne l'occasion à des jeunes de se faire valoir, des jeunes qui ne pensaient pas avoir nécessairement du temps de jeu dans le baseball majeur cette année, qui vont peut-être se retrouver. Donc, ça peut être bon, mais ça peut être aussi très difficile pour ces équipes-là. Mais de toute évidence, Alain, à chaque fois que tu perds un lanceur partant,
ce soit un numéro 1 ou ton numéro 4 ou 5, là, ça ajoute un petit peu, je sais pas si c'est le terme pression, mais ça ajoute quand même aux autres lanceurs de la rotation de dire, ben là, j'ai pas le choix, là, puis il faut que j'aille loin dans mes Tu comprends? Ça ajoute, il y a toujours quelque chose là, qui est pas parfait lorsque soudainement on perd cette rotation de 5 partants. Oui, mais là, on va parler à nouveau des Yankees de New York. On connaissait la situation de Garrett Cole, de Louis Hill. Puis là, Clark Schmidt inquiète. Ça, c'est son épaule. On a reporté ce qui devait être son prochain départ. Ça va être une session sur les lignes de côté, voir comment son épaule va réagir. Déjà, Will Warren, on prévoyait qu'il n'était pas prendre plus de place que prévu. Là, ça va en prendre un autre. Donc, ce sont des manches qu'on remplace par des points d'interrogation chez les Yankees de New York. Ça va prendre plus de points d'exclamation que de points d'interrogation. Oui, là, ça se complique. Il n'y a pas de doute, ça se complique. Ouais. C'est quand même le 3e lanceur partant, si jamais, bien évidemment, il ne commence pas la saison. On a beau s'appeler les Yankees, on a beau avoir les sous, on a beau avoir quand même un réseau de filiales intéressant. Ça n'empêche pas que là, on se retrouve dans une situation où Marcus Stroman devient un élément clé, imagine-toi, de la rotation. Oui. Lui qui va suivre, évidemment, Rodon, qui a été nommé le lanceur du match d'ouverture, et ensuite Max Fried. Mais c'est un gros point d'interrogation, Alain. Et effectivement, ça place les Yankees dans une position qui est quand même fragile. Parce que tu sais que Cole ne reviendra pas. C'est pas de dire, ben là, il faut par exemple, on va essayer pendant les 2 premiers mois là, de combler tout ça, puis d'essayer de... Non, là, lui, il ne reviendra pas. Gills, c'est pas certain. Bon, on ne sait pas à quel moment. Alors là, si ça se complique aussi dans le cas de Clark Schmidt, là, selon moi, les Yankees devront aller chercher. Il y a encore quelques joueurs autonomes. C'est pas toujours évident. Est-ce que c'est pas certain que ça peut être via transaction, malgré que, bon, toujours les rumeurs de Dylan Cease, mais à un moment donné, tu sais, les Padres vont amorcer leur saison. Donc, ça pour dire que ça place les Yankees dans une position où ils sont vulnérables, Alain, et dans une division où c'est très serré. Ben, ça peut se resserrer davantage avec malheureusement là, des situations que les Yankees qui sont hors de leur contrôle, mais qui restent des situations réelles. Là. À partir du moment où on a su que Cole et Gill, c'était pour du long terme. Cole, tu l'as mentionné, Gill, on ne le sait pas encore, mais on sait que ce ne sera pas le premier mois. Avec le retour de certains releveurs, je pense à Loïs Siga notamment, est-ce qu'on n'aurait pas pu dire, écoute, on en a un qui a de l'expérience comme partant, puis qui était bon avec nous autres, c'est Luke Weaver. On l'a fait avec en fait, c'est des anciens releveurs des Yankees qui sont devenus partants. Je veux dire, King va être le partant numéro 1 là, des Mets sur le début de saison. Pas King, mais Clay Holmes. Michael King a été pratiquement le meilleur partant des Padres. On l'a redressé en relève. Pourquoi pas le réessayer? C'est pas comme s'il n'y avait pas d'expérience. Je sais. Il me semble qu'on aurait pu prévoir le coup chez les Yankees de New York. Ouais, écoute, on l'a peut-être fait. Peut-être que c'est même le joueur qui est moins confortable parce que, bon, c'est pas pareil en passant. Un lanceur partant et un lanceur de relève, c'est pas nécessairement un changement là, qui est facile. Peut-être que son entraînement hivernal a été conçu pour qu'il soit un releveur. On le sait pas. Là, mais oui, effectivement, c'est pas fou de penser ainsi. Parce qu'il va falloir trouver des solutions, Alain. Je veux dire, que ce soit à l'interne ou que ce soit via transaction ou que ce soit via joueur autonome, on va avoir besoin de bras parce que même si tu commences, là, tu dis, bon, Stroman va être le numéro 3, Warren est là, bon. Oui, mais c'est parce que là, c'est pas garanti que ces gars-là, ça va bien aller, qu'ils se déçoivent pas non plus, ou qu'il y aura un peu de fatigue. Donc, ça va prendre des bras, là. C'est clair. Ailleurs, Minnesota, on s'en demandait quand. Un des 3 était pour tomber. Correa, Buxton et Lewis. Puis finalement, c'est Lewis, blessure à une jambe. C'est vraiment triste, Marc, parce que ces 3 gars-là en santé, c'est tout près. Je ne dis pas que c'est aussi bon que n'importe quel trio. Mais tu regardes la fiche de Royce Lewis quand il est en santé. C'est un joueur d'élite. Buxton, on lui a donné un pont d'or. C'est pas pour être frappeur désigné, c'est pour jouer comme voltigeur de centre. Il était très bon comme voltigeur de centre, en plus avec une production à l'attaque. Carlos Correa, je mets un petit bémol parce que lui, regarde, à l'âge qu'il est rendu, là, il a passé 30 ans, c'est possible qu'il soit sur la pente descendante avec des points d'interrogation sur son état de santé, même si lui dit que tout va bien, c'était pas la vie des Giants de San Francisco. Tu comprends? Donc, du côté des Twins du Minnesota, tu fais quoi, Marc, quand tu as des joueurs comme ça, avec un talent fou,
mais que tu n'es pas capable de garder sur terrain. On a tout fait avec Buxton. Écoute, Alain, si j'avais la solution, là, tu comprends-tu que je la vendrais aux équipes? Ben oui. Oui. Mais c'est frustrant. C'est extrêmement frustrant parce qu'il n'y a aucun athlète qui demande d'être blessé, tu comprends? Oui. Il y a des joueurs, qu'est-ce que tu veux? Bon, regarde, on peut parler de Giancarlo Stanton qui est constamment blessé, année après année, il manque du temps de jeu. C'est plate, c'est vrai. Ça doit être tellement frustrant pour ces joueurs-là. Et pour l'organisation, je serais curieux de savoir au cours des 3 dernières années, Alain, combien de matchs les 3 ont réussi à jouer ensemble. Ben oui. Tu sais, je veux dire, et pourtant, les Twins sont quand même toujours dans la course. Alors, c'est très frustrant. Ça peut tout de même ouvrir la porte à Édouard Julien. Je dis pas qu'Édouard allait pas faire l'équipe, mais c'est une belle lutte qu'il livre avec le joueur de deuxième but actuel. Parce que je sais qu'Édouard a même pris des roulants au premier but à un certain moment donné. Donc, est-ce que le fait que Lewis ne commencera pas la saison va permettre à Édouard d'avoir un poste plus régulier ou certainement avec l'équipe? On verra bien, là, mais je sais pas quoi dire, Alain, là-dessus. J'imagine, dans le cas de Lewis ou que ce soit Buxton ou peu importe, les joueurs qui sont constamment blessés, tu sais, qu'on change un peu notre routine hivernale. C'est-à-dire qu'on change, tu sais, les gars sont entourés de préparateurs physiques. Là, puis j'ose croire qu'on fait tout, on change pour essayer d'avoir... Mais qu'est-ce que tu veux? Encore une blessure à une cuisse, c'est constamment ça aussi dans le cas de Lewis. Alors, très, très, très frustrant pour l'organisation et pour le joueur, effectivement. Oui. Dans la catégorie retour au jeu, Marc, tu as été impressionné par Spencer Strider. Il n'a pas lancé l'année passée. Alek Manoah est revenu aussi. Quand est-ce qu'on va les voir cette année? Si on les voit cette année dans le cas de Manoah, dans le cas de Strider, il devrait revenir. Puis, je pense que c'est impératif pour les Braves d'Atlanta, Marc, pour la simple et bonne raison que je ne pense pas qu'on puisse s'attendre au même rendement de la part de Sale puis de Reynaldo Lopez avec les Braves. Peut-être pas. Sale est impressionnant quand même. J'ai vu quelques sorties, mais oui, bon, faut toujours regarder l'âge et répéter va être très, très difficile, effectivement. Mais bon, moi, écoute, c'est sûr que les Braves ont dû un soupir de soulagement lorsqu'on a vu Strider arriver au monticule et être dominant de la sorte. Les retraits sur des prises, n'a lancé que des prises pratiquement. C'est un mince échantillon, mais c'est quand même... Tu sais, je veux dire, Alain, je suis revenu d'une blessure, puis la journée où tu es dans un match, puis t'as un jeu à faire qui est important, et là, cette blessure-là est vraiment mise à l'épreuve, puis que ça fonctionne. Il y a comme une tonne de pression ou un soulagement énorme. Fait que, tu sais, un lanceur qui arrive, puis qui revient d'une opération du type Tommy John et qui va lancer dans un match. Je parle pas dans l'enclos, là. C'est dans un match où l'adrénaline, ou que là, tu pousses un petit peu plus, puis c'est convaincant. C'est extrêmement, extrêmement rassurant. Les Braves ont besoin de bonnes nouvelles, hein. Tu comprends, au cours des dernières années. Ça a été plus difficile. Alors, tant mieux. Puis, de l'autre côté, Manoah, on verra. Je l'ai vu lancer sur les lignes de côté. En fait, il a lancé donc dans l'enclos. C'était quand même rassurant. Il semblait avoir une belle vélocité. Mais il n'y a pas de date de retour dans son cas. Celui qui inquiète un peu encore, c'est Max Scherzer. Alors, il a lancé à nouveau lundi. Après une cinquantaine de lancers, oups, le petit problème au pouce est réapparu. Alors là, évidemment, on attend toujours le lendemain, parce que c'est le lendemain qu'on sait vraiment. Mais là, c'en est un autre, Alain, qui, au cours des dernières années, a raté quand même quelques départs à raison de blessures. Dans le cas de Scherzer, ça sera surveillé cette semaine, là, si jamais il se lève un mardi matin puis ça devient un petit peu plus difficile pour son pouce. Il y aura peut-être d'autres traitements ou en tout cas certainement un plan là, dans son cas. Là. On verra, Marc. Il reste encore une semaine et quelques avant le début officiel des camps d'entraînement. Et même si ça commence cette semaine, on y reviendra tantôt de toute façon. C'est le temps de la carte de la semaine. C'est une présentation de cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote de satisfaction parfaite de 100%. On continue sur le thème de l'histoire des femmes. Helen Callahan. Marc, est-ce que ça te rappelle quelque chose, toi? Oui? Écoute, là, j'ai vu le film A League of Their Own, là. Oui, la Ligue en jupon, si
Si vous l'avez regardé en français, Tom Hanks, Gina Davis, Madonna jouait dans Rosie O'Donnell, t'es dans ce film-là. On pleure pas au baseball, Alain, hein? There's no crying in baseball. Ben non, faut pas. Mais regarde, elle a fait l'objet d'une carte. Elle a joué dans... Bon, c'était un des personnages, mais elle a véritablement joué. Il y a eu une ligue professionnelle des femmes, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, au Wrigley Field de Chicago. Et c'est la mère de Casey Kendall, connue aussi sous le nom de Hélène Saint-Aubin. Moi, je me rappelle très bien de Callahan, je m'en rappelais un peu moins. Mais Hélène Saint-Aubin, originaire de Vancouver. Et il y a un autre de ses fils qui a produit un documentaire sur la Ligue des filles, Kelly Kendall. Et ce documentaire qui a été produit et par la suite produit et présenté par le réseau PBS. Donc, et ce film-là, c'est encore un classique de baseball. Marc, même, ça fait quelques décennies déjà que ça a été fait. C'est un film qui a été très, très reçu. Quant à la carte, elle a été émise en 1995. C'est la carte numéro 37 de cette série qui est sur la Ligue. L'acronyme il y a beaucoup de consonnes, donc je vais vous la nommer, c'est AAGPBL. C'est la compagnie Fritsch qui a émis cette série de cartes à l'effigie des joueuses qui ont marqué le baseball professionnel des années 40. Et Alain, j'ajouterais ironiquement que les filles de l'ABC, parce que l'ABC féminin maintenant, sont présentement au Japon dans le cadre d'un programme où on a fait un échange un peu et là, on s'en va jouer contre l'équipe nationale japonaise. Il y a plusieurs Québécois qui y sont aussi pour les arbitres. Donc, c'est le fun de voir que le baseball féminin a pris beaucoup d'ampleur depuis la présentation du fameux film. C'est le moment de vous parler de notre partenaire principal, le Plan de Match, qu'on remercie. Plan de Match, c'est quoi? C'est une boutique de baseball, c'est à Boucherville. Il y a boutique en ligne également et le début de saison, là, ça s'en vient. Là, c'est vrai, là, le printemps est arrivé. Alors, pour vous préparer à la saison de baseball, pensez à Plan de Match. Également, cage de frappeurs, cours privés. Allez vous renseigner sur leur site Internet. Donc, merci beaucoup à Plan de Match. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur nos partenaires ou savoir où nous regarder ou nous écouter, eh bien, visitez notre site Internet www.comptecomplet.com. Tu as parlé du Japon tantôt, Marc. C'est là où se trouvent actuellement les Cubs et les Dodgers. Marc, il y en a plusieurs qui ont été un peu confondus parce qu'on a vu des matchs contre les Tigers et contre les Giants. Et ça me fait poser la question, bien franchement. Puis j'ai regardé, j'ai dit, attends, c'est une seconde. Et il était contre les Giants, effectivement. Les Giants de Yomiuri et les Tigers de Hanshin. Fallait quand même le préciser un petit peu. Ce sont des équipes qui évoluent dans les circuits professionnels japonais où il y a un excellent calibre de jeu qui s'y trouve. Donc, on n'a pas pris des petites équipes, Marc. Ils ont été très compétitifs pendant ce séjour là-bas. Extrêmement compétitif. Là, j'ai un blanc, mais je sais qu'une équipe qui n'a pas accordé de points. Là, c'est ça. Oui. On a battu les Dodgers par jeu blanc, on a battu les Cubs par jeu blanc. Donc, non, on prend ça au sérieux. C'est très, très au sérieux. Ouais. Moi, je trouve ça fantastique. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, évidemment, match d'ouverture entre les Cubs et les Dodgers qui va être présenté donc ce mardi. Mm-hmm. C'est deux Japonais qui vont être les lanceurs partants d'office. Et évidemment, dans le match numéro 2, les Dodgers auront aussi un Japonais en Sasaki. Donc, écoute, c'est le party, c'est la fête, quoi. C'est extraordinaire. Puis, je trouve ça le fun que ce soit deux bonnes équipes. Parce que les Cubs, on n'est pas fait nos prédictions encore, Alain, mais je vous dirais que les Cubs et les Reds vont probablement lutter là, certainement pour la première place dans cette division centrale-là. Et les Dodgers, on connaît les attentes vis-à-vis de cette équipe-là. Je trouve ça le fun. Ça va être un beau spectacle. Pas facile pour les joueurs, Alain. Je veux juste le souligner là, parce que on coupe court ce camp d'entraînement-là. On s'en va au Japon tôt parce qu'évidemment, il faut se familiariser avec le décalage horaire. On joue 2 matchs. Après ça, on revient. On retourne au camp d'entraînement pour finalement ramorcer la vraie saison. Là, tu en as parlé en début de reportage, là, dans une dizaine de jours. Donc, c'est exigeant. Là. Il y a, pour ces deux équipes-là, pour les joueurs, pour l'organisation, c'est une belle vitrine pour le baseball, mais physiquement, là, c'est pas toujours évident. Oui. Marc, il y a plusieurs Japonais. Le baseball est immensément populaire. Je l'ai déjà mentionné, je vais juste le répéter pour illustrer jusqu'à quel point ça l'est populaire. Lors des derniers Jeux olympiques, l'événement le plus regardé, c'était le match de baseball pour la médaille d'or entre les Américains
et les Japonais, remportés par les Japonais. Il n'y a pas un événement. On pourrait parler de judo, de karaté, qui sont très populaires au Japon. Ça n'a pas été regardé davantage que cette finale du baseball lors du dernier week-end, qui avait été très bien joué d'ailleurs, très peu de points. Et c'était Nick Martinez, je te rappelle, qui avait été le lanceur partant pour l'équipe américaine et qui s'était fait regarder, s'était fait voir. Il y en a qui ont pris des notes. Donc, il est revenu par la suite en Amérique du Nord. Il y a 5 Japonais qui sont là, qui occupent des places importantes au sein des 2 équipes. Il y a évidemment Otani qui est le plus populaire. Yamamoto Sasaki s'était fait déjà un nom au Japon. Imanaga et Suzuki pour les Cubs de Chicago. Marc, compte tenu là, de la façon dont on est en train de globaliser tout dans le monde, là. Bon, pas juste le sport, là, mais je pense que tout, tu comprends, avec l'Internet, a permis de rapprocher, si tu veux, cette grande planète. Je me demande s'il n'est pas temps, à un moment donné, de commencer à penser peut-être d'avoir une série de fin de saison entre la meilleure équipe de la Ligue japonaise et la meilleure équipe du baseball majeur. Tu gagnes la série mondiale, puis après ça, tu as une série 3 de 5 ou 4 de 7 qui pourrait se jouer dans un endroit ou dans l'autre. Vous allez me dire, on est rendu au mois de novembre, il y a des stades couverts là, aux deux endroits. Tu n'es pas obligé. Si les Yankees gagnent, tu n'es pas obligé de jouer à New York. Là. Une fois que tu as gagné, tu es aux États-Unis. Je me demande, Marc, plutôt, la Coupe mondiale au mois de mars, c'est correct. Je te dirais, moi, je sens la fièvre augmenter au fur et à mesure que ça. Rendu en demi-finale, tu sens que les joueurs veulent la gagner. Avant ça, j'ai l'impression qu'on est un petit peu là, sur l'air d'aller. Mais tu n'es pas en pleine forme, tu n'es pas au milieu de ta saison. Au mois de novembre, quand tu viens de finir, je ne sais pas, mais il me semble, Marc, on pourrait peut-être penser à avoir 2 équipes qui sont au sommet. Tu arrives au mois de novembre, je ne sais pas, mais il me semble qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. Ben, écoute, oui, on peut le faire. C'est sûr que là, ça serait une vraie série mondiale dans ces cas de oui. mais je ne sais pas. 162 matchs plus 6 semaines de série, Alain, après ça, aller se taper un autre 3-5. Je ne sais pas. Moi, je trouve que la classique de baseball, ça en vient de plus en plus intéressant. Je trouve que, effectivement, les premières années, tu as raison, c'était un petit peu plus difficile. Pas difficile, mais pas certain que c'est tous les pays là, qui en... Là, je trouve que par contre, plus ça avance, puis j'ai regardé les qualifications là, récemment là, pour l'année prochaine. Là, je trouve qu'il y a de l'intérêt à ça. Moi, c'est pas faux ce que tu dis, là, dans le sens que bon, est-ce qu'on peut mettre les meilleurs contre les meilleurs? Là, bon, on sait que l'Asie, c'est pas mal ce sont pas mal les meilleurs, mais moi, ce que j'aime, c'est de voir de plus en plus de pays participer ou de plus en plus de pays qui surprennent, qui s'organisent, qui montent des fédérations de baseball qui sont plus organisées. Les joueurs ont le goût de y aller. Donc, ça, je trouve que c'est quelque chose d'encore plus agréable. Tu sais, pour vraiment internationaliser le baseball davantage. On sait qu'en Amérique latine, ça a toujours été populaire, mais là, je trouve que on élargit ça. Ça a toujours été le défi, Alain. 162 matchs, on entre ça comment c'est pour ça que c'est présenté d'ailleurs au mois de mars. Qu'est-ce qu'on va faire aux prochains Jeux olympiques? Est-ce qu'on en fait une pause de 10 jours? On le fait-tu? On le fait pas? Bon, ça a toujours été le débat avec le baseball. Mais c'est sûr qu'une compétition internationale, les meilleurs avec les meilleurs pays, les meilleurs joueurs, ça, ben, il y a rien qui vaut ça. On l'a vu au hockey, là, la Coupe des 4 nations. Bon, c'était pas des Jeux olympiques, c'était pas si, mais tu as vu l'impact que ça avait, dans le sens que, c'est la même chose, là. La République dominicaine veut battre le Mexique veut battre le Venezuela, le Japon veut, alors, moi, c'était une compétition internationale réelle. Avoir une équipe canadienne, une équipe américaine, les meilleurs, puis on y va, là, let's go, on y va. Ça j'aimerais ça. Davantage qu'une série mondiale entre, par exemple, les champions qui viennent de célébrer puis qui s'en vont au Japon. On l'a déjà fait d'ailleurs dans le baseball, c'était une équipe d'étoiles plus que les équipes championnes, mais au moins, je trouve qu'on s'en va dans la bonne direction avec le baseball international. Là, ça va faire 2 années de suite en Asie. Est-ce que l'année prochaine, ou en tout cas dans les prochaines années, on changera? Mais toujours est-il que je regarde le niveau de popularité de ces 2 matchs-là là, au Japon, là, puis je me dis, je pense qu'ils ont gagné leur pari. Là. Je dis pas qu'on n'a pas eu besoin de faire d'efforts parce que, comme je le mentionnais, le baseball est immensément populaire. Mais là, tu ajoutes un petit quelque chose.
Puis même dans les dernières séries, rappelle-toi, Marc, lorsqu'il y a eu ce fameux duel de lanceurs dans le match décisif entre les Padres puis les Dodgers, semble-t-il qu'il y avait pas mal de foyers qui regardaient le match Padres-Dodgers. Yamamoto Darvish. Regarde, là, on aurait. Toute la communauté sportive japonaise était rivée vers les télévisions pour regarder ce duel-là. Ils sont très attachés envers leurs athlètes japonais quand ils sont aux États-Unis. Quand Hideki Matsui, Marc, était avec les Yankees de New York, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, il y avait une personne qui était payée par les Yankees de New York pour s'occuper des journalistes qui suivaient Matsui. Ben oui. Dans le département des relations médias. Là. Ben oui. Écoute, même Hideki Irabu avait été suivi par bien du monde, même avec son passage aux expos, là, c'était ça. Mais écoute, on a posé la question, hein, on a dit, est-ce que vous aimez ça, là, avoir les joueurs les meilleurs comme Ohtani, par exemple, s'en venir aux États-Unis, connaître le succès? Et là, écoute, c'est drôle les réponses qu'on a eues parce que tout le monde dit, on aimerait ça les garder, mais on n'aille pas ça non plus les voir connaître du succès. Fait que c'est un peu déchirant, mais en même temps, je pense que ça expose le côté très athlétique des joueurs japonais, des joueurs asiatiques. Mm-hmm. Alors, c'est intéressant de voir ça. Dans les matchs, Alain, qui vont être présentés, Cubs-Dodgers, la seule ombre au tableau, là, c'est possiblement, c'est que Mookie Betts va rater les deux rencontres en raison d'une petite maladie, là, semble-t-il, là, qui l'affiche présentement. Là. Oui, une petite maladie qui a fait perdre 15 livres, Marc. C'est pas parce qu'il y en avait trop sur le corps, là, donc il va falloir qu'il reprenne ses forces. C'est un virus. Écoute, tu me mets une parenthèse. Il y a deux choses que je vais te demander d'abord. Il n'y avait pas tant de monde que ça, j'imagine, qui suivait Masato Yoshi, hein, j'imagine, avec les expos. Non, c'était plus tranquille, effectivement. Bon, OK. L'autre chose, et c'est une petite parenthèse, Marc. Tu as vu les différents sondages qui ont été faits auprès des joueurs du baseball majeur, meilleur lanceur, meilleur joueur, meilleur... Bon. Et Betts figure parmi, selon ce sondage qui a été fait auprès des joueurs du baseball majeur, figurait parmi les 5 meilleurs. Il y a une absence, Marc, c'est Juan Soto. Est-ce que ça se peut que son impopularité envers les joueurs fasse en sorte qu'on n'ait pas le goût de voter pour lui? Moi c'est ça qui m'a frappé. Ouais, écoute, il y a deux éléments, selon moi, dans ce sondage-là qui fait que Soto n'y apparaît pas. Un, c'est qu'il y en a qui réalisent que c'est un excellent frappeur, il n'y a aucun doute là-dessus, mais le reste est ordinaire. Tu sais, je veux dire, les statistiques sont là pour nous le dire. Coureur ordinaire, voltigeur ordinaire, bras ordinaire. Mais il est fantastique. Donc, on se dit, il est très, très, très bon dans un aspect, mais c'est pas comme un Betts, hein, qui est capable de courir, qui est capable de lancer, qui est capable de jouer à de multiples positions, puis capable de frapper aussi. L'autre raison, c'est son arrogance. Tu sais, il y en a qui apprécient ça, puis il y en a qui apprécient moins ça. Et c'est correct. Moi, personnellement, c'est dans mon équipe, puis il frappe de même, il a le droit de faire ce qu'il veut. Tu comprends? Mais que t'es contre, tu es lanceur contre Soto, puis tu sais, il fait ses affaires, il y en a qui aiment moins ça. Alors, c'est sûr que parfois, ça peut déranger, puis si tu laisses les gens voter, ça se peut qu'ils votent pas pour toi pour des raisons de la sorte. Alors, c'est ce que je vois, parce que tu regardes parmi les joueurs qui sont sur la liste, tu sais, ce sont tous des joueurs appréciés. Et je dis pas que Soto n'est pas apprécié, mais il n'est pas apprécié de tous, ça c'est évident. Oui, c'est une des conclusions à laquelle j'en suis venu. On verra comment ça va se passer avec les Mets de New York. Juste pour la forme, là, les 3 premiers dans l'ordre, Ohtani 1, c'est pas Aaron Judge qui est 2e, Bobby Witt, et par la suite Aaron Judge. Donc 1, 2 et 3, ce sont des joueurs là qui ont... c'est un sondage qui a été fait auprès d'environ 100 joueurs là, qui sont actifs dans le baseball majeur. Ça nous amène à la question de la semaine présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Ces matchs à l'étranger, lorsqu'on commence la saison, est-ce que vous les appréciez? Donc, on vous demande de vous prononcer là-dessus. N'ayez pas peur, laissez-vous aller. Envoyez-nous vos commentaires sur notre page Facebook, facebook.com ou encore, comptecomplet.com, compte complet balado, je veux le préciser, sur notre page Facebook. Donc, allez-y, vous pouvez écrire ce que vous voulez là-dessus et nous laisser vos commentaires, ça nous fera plaisir de les lire.
C'est notre segment Cercle d'attente qui est présenté par Baseball Bob. D'ailleurs, nous encourageons à la lecture, les jeunes, avec des histoires sur le baseball. Et pour en apprendre davantage, je vous invite à vous rendre sur le site baseballbob.ca. Plein d'aventures pour vous divertir. Non seulement ça, mais peut-être vous encourager aussi à lire davantage. Et on l'a déjà mentionné dans le passé, la littérature baseball au Québec s'amplifie d'année en année. Profitez-en, vous allez apprendre plein de choses. Et en plus, que peut-être allez-vous développer un intérêt pour la lecture. Notre joueur cette semaine, Kyle Tucker. Kyle Tucker qui va passer, en tout cas, le début de la saison avec les Cubs de Chicago. Ancien choix de première ronde des Astros de Houston, c'est en 2015. 5e joueur au total. Vous allez me dire qui étaient les 4 premiers. Bon, on va vous les nommer. Dans l'ordre, Dansby Swanson avait été le premier. Alex Bregman, le 2e. Vous allez me dire comment ça se fait que les Astros avaient 2 choix dans les 5 premiers. J'y reviens tantôt. Les 2 autres, Brendan Rodgers, qui est avec qui? Il est au camp d'entraînement des Astros de Houston présentement. Et Dylan Tate, qui vient de signer, ça fait pas longtemps, un contrat avec les Blue Jays de Toronto. C'est que les Blue Jays avaient besoin d'un bras. On a quelques ennuis en relève, quelques blessures, principalement Swanson. Donc Tate, qui avait fini la dernière saison avec les Blue Jays, il revient. Et c'est un contrat des ligues majeures qu'il a signé. Donc, devrait à tout le moins commencer la saison avec l'équipe. La raison pour laquelle on avait 2 choix, Marc, c'est que le premier choix de l'année précédente n'avait pas signé avec les Astros. Et tu ne me trompes pas, c'est Apple qui avait signé avec les Phillies de Philadelphie par la suite. Donc, les Astros avaient droit à un choix compensatoire. Pas le premier, mais le deuxième. Donc, ça a été gagnant-gagnant pour les Astros parce que Mark Apple, ça a été plus difficile pour lui dans sa carrière. Ouais. Mais Kyle Tucker, écoute, moi, je m'attends à de grandes choses avec les Cubs cette année. C'est un bon. J'ai toujours trouvé que c'est un frappeur qui était dans l'ombre des meilleurs frappeurs voltigeurs. Là, je pense qu'il va pouvoir exposer tout son talent avec les Cubs de Chicago. Je m'attends vraiment à ce qu'ils mettent des statistiques impressionnantes. Il va aider les Cubs à lutter, certes, pour la première place dans la centrale de la nationale. Il devient joueur autonome à la fin de l'année. Puis quand on regarde la liste des joueurs autonomes potentiels, il y a 2 noms qui ressortent. C'est pas compliqué. Il y a le sien et celui de Vlad Guerrero Jr. Et moi, je ne suis pas sûr que c'est à Vlad que je donnerais le plus gros contrat, mais regarde, dans le cas de Tucker, on parle de joueur complet. Là, il y a déjà un gant d'or, il y a déjà un bâton d'argent aussi. Donc, il a été décoré et honoré pour, tu comprends, l'ensemble de son œuvre. Vlad Guerrero, depuis la fameuse date butoir, laquelle je n'ai jamais cru, là, ça j'ai toujours été clair là-dessus, il y a plein d'informations, de pseudo-informations qui sont sorties quant au montant, quant au marché, quant à savoir comment on lui offrait, est-ce qu'il y avait de l'argent différé, etc., etc. Là, semble-t-il, Marc, qu'on était peut-être plus proche qu'on le pensait. Il y a même des informations qui sortent que ça a repris les négociations. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc. Moi, je ne suis pas surpris qu'on reprenne des négociations si on était si proche que ça. Pour les raisons que je viens de dire, j'ai jamais cru, moi, à ces dates butoirs-là. Si tu as assez d'argent, on va écouter. Ouais, écoute, voici ce que je pense. Puis, oui, je suis d'accord, une date butoir, c'est quoi sur une date butoir? Bon. Ben oui. Regarde, en tout cas, j'en ai connu à l'époque où les expos essayaient de construire des stades, puis s'il y a des dates butoirs, là, moi, en tout cas, je crois un peu à ça. Tout ça pour dire que il y a 2 éléments, Alain, moi, je pense, qui font en sorte que c'est pas impossible, effectivement, qu'on puisse trouver un terrain d'entente, même avant le début de la saison. Et voici mon raisonnement derrière ça. Lorsqu'il y a eu cette fameuse date butoir, puis que ça a passé, là, il a parlé d'informations qui ont coulé. Donc, on a entendu parler du côté de Vlad, puis on a même entendu parler du côté des Blue Jays, là, les montants, puis bon, est-ce que c'était les montants réels? Je ne sais pas, mais je pense qu'on était quand même assez proche de la réalité. Pour peut-être réaliser une chose, Alain, c'est qu'on était peut-être pas si loin que ça, finalement, d'une entente. Tu sais, on a mis ça sur papier, on a trouvé que, les Blue Jays dépensaient pour des contrats comme Myles Straw, puis que finalement, on donnait au-dessus de 20 quelques millions à des gars comme Springer. Fait qu'on pouvait peut-être trouver une solution à ça. L'autre élément, c'est que, tu as vu le montant que Pete Alonso a reçu, puis Pete Alonso, c'est pas parce que c'est pas le meilleur des frappeurs parce qu'il y a beaucoup de retraits sur des prises, mais c'est un frappeur de puissance, certes, parmi les meilleurs au cours des dernières années. Mais il joue au premier but.
Le marché, Alain, là, tu as des marchés de voltigeurs, tu as des marchés de joueurs de premier but, tu as des marchés de joueurs de troisième but. On l'a vu, là. Tu sais, t'as des lanceurs partants, des lanceurs de relève, tu as des lanceurs numéro 1, des releveurs numéro 1. Donc, ce sont des marchés différents pour chacun de ces joueurs-là ou chacune de ces positions-là. Moi, j'ai l'impression, Alain, qu'on a peut-être réalisé dans le clan Vlad, puis encore une fois, ça prend juste une équipe sur les 30 là, qui disent on va te le donner, l'argent que tu veux. Mais j'ai comme l'impression qu'on penses-tu qu'on a réalisé que ça se peut qu'on n'ait pas le montant que les Blue Jays qui nous avaient offert au départ. Parce que le montant que les Blue Jays ont offert au départ, là, on s'approchait du 500 millions. On n'était pas rendu, mais on s'en approchait là, sur le long terme. Mais là, est-ce que peut-être qu'on met un petit peu d'eau dans notre vin puis on se dit à l'instant, peut-être finalement que l'offre n'était pas si mal puis que si on reprend les négociations, on pourrait trouver un terrain d'entente? Moi, je pense qu'on est là. Je serais pas surpris, moi, qu'une entente se produise. Mais encore une fois, je peux être dans le champ gauche complètement puis que c'est pas vrai puis que Vlad va aller tester le marché. Mais j'ai comme l'impression qu'une ouverture encore entre les deux clans. Ce sera à suivre. J'ai l'impression qu'elle n'est pas finie, cette saga, Marc. Puis les Blue Jays, bon, ils se sont rendus compte aussi de l'impact du joueur au sein de l'organisation, puis de la réaction des fans, hein, qui a été assez virulente envers l'organisation. Donc, ce sera à suivre comme dossier. Marc, tu as des décisions parfois c'est pas qui ont des impacts majeurs. Mais là, je suis en train de penser ce début de saison. Par exemple, chez les Mets de New York, on décide que c'est un joueur qui n'a pas... le lanceur partant numéro 1 qui va commencer, ben, c'est qu'un gars qui n'était pas avec l'équipe. L'année passée, c'est l'ancien releveur des Yankees, Clay Holmes. Chez les Yankees, il n'y a pas de Garrett Cole. On y va avec Carlos Rodon. Toi, tu aurais pensé que c'est Max Fried. Est-ce que c'est secondaire, cette décision d'identifier un lanceur pour ce fameux premier match Je sais que c'est un événement, même quand tu étais à Montréal, Marc, c'était toujours plein de premiers matchs. C'est un événement, le match d'ouverture. Mais pour le joueur comme tel, est-ce que ça signifie quelque chose? Oui. Oui, ça signifie. Oui, absolument. Et t'es nommé le lanceur partant du match d'ouverture? Absolument. Absolument. Ça l'a. Ben, tu sais, je veux dire, c'est une question là, c'est pas une question là, qui fait que là, il va avoir une mauvaise saison ou une bonne saison. Là. C'est pas ça. Mais c'est flatteur. C'est surtout lorsque tu as une rotation, là, bon, les Blue Jays ont nommé José Berrios. C'est parfait, on aurait pu mettre Gausman, on aurait pu... Bon, mais je suis sûr qu'il y a une satisfaction dans le cas de Berrios. Tu sais, le premier match, tu mets ta meilleure équipe sur le terrain. C'est comme ça que ça... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, quand tu es nommé, il y a quelque chose. Tu as beau avoir joué professionnel pendant tant d'années, ça a une valeur. Et ce que tu soulignes, Alain, c'est qu'il y a des organisations comme les Yankees, pourquoi on préfère Rodon à Max Fried? M'excuse, mais Max Fried est un meilleur lanceur que Carlos Rodon. Là. Mais probablement qu'on se dit, l'ancienneté, il est là depuis un petit bout de temps, il a fait ci, donc on met une emphase là-dessus. C'est correct, j'ai pas de problème. Probablement qu'on explique à Max Fried, Max, quand t'arrives, tu vas avoir la chance probablement c'est quoi, un contrat de 7 ans qu'il a signé, là, en tout cas. Tu vas avoir les chances dans les prochaines années de venir lancer pour nous autres, mais peu importe. Mais je suis sûr qu'il y a une discussion quand même là-dessus. Là. C'est pas fait. On en a parlé, puis là, on a décidé. Et tandis que chez les Mets de New York, comme tu dis, non seulement on va chercher un joueur qui arrive d'une autre organisation, mais qui n'était même pas un partant en plus. Et qui va agir comme lanceur partant. Fait que chaque organisation a sa philosophie, mais il y a quand même cette importance-là. Le fait que tu es lanceur numéro 1 va faire en sorte probablement que tu vas affronter le lanceur numéro 1 adverse pendant quelques départs. Bon, évidemment, là, il y a des journées de congé, il y a des matchs annulés à raison de la pluie. Fait qu'à un moment donné, tout ça ne marchera plus. Le numéro 1 peut affronter le numéro 4 à un moment donné. Mais souvent, c'est que tu essaies, dans tes duels, de faire en sorte que ton numéro 1 affronte ton numéro 1 de l'autre côté. Alors, si t'es numéro 1, c'est pas plus facile. Hein? T'affrontes le meilleur lanceur de l'autre côté. Tandis que si t'es numéro 3, ben, t'as plus de chances d'affronter le numéro 3 ou 4 ou 5 de l'autre équipe. C'est comme tu l'as dit, Alain, c'est pas majeur, loin de là, ces affaires-là, mais je suis convaincu que c'est flatteur et je suis convaincu qu'il y a des joueurs qui sont parfois déçus de pas l'être.
Mais ce qui est important, c'est de bien communiquer, donner des raisons pourquoi. Tu sais, ça se peut que si on commence à l'étranger, il y a un gars qu'est-ce que tu veux, il a un meilleur rendement historiquement à l'étranger, ben c'est lui qui va commencer, alors que toi, on va te faire commencer à domicile. Tu sais, tu as 2 matchs d'ouverture, tu as celui de la saison, puis celui à domicile. Fait qu'un gérant peut jouer avec ça, tu sais. Mais évidemment, tu sais, on calcule pas ça lorsqu'on fait nos prédictions au début de saison. On dit, ben là tu comprends, lui commence là, ça veut dire que c'est peut-être 2 victoires ou 2 défaites. Ça marche pas de même. Mais il y a quand même une certaine importance au niveau du joueur, puis une importance au niveau de l'organisation. Comme j'ai dit, ça dépend aussi si tu commences à domicile ou à l'étranger. Mais c'est sûr que ça fait jaser. Et la raison que je dis ça, Alain, c'est que là, en ce moment, tous les jours, on entend parler. Bon, Garrett Crochet a été nommé, lanceur partant, match d'ouverture chez les Red Sox. Tu as parlé de Carlos Rodon. Puis on est allé avec Yamamoto chez les Dodgers. Bon, Alors, on les annonce, là. Fait que tous les jours, on annonce, tu sais, Berrios, qui vient être nommé là, tout récemment. Là, bon. Fait que si c'était pas si important que ça, ben, tu sais, on n'en ferait pas de cas non plus. Oui. C'est sûr que, bon, on n'est pas prêt avec Jim Bollinger comme premier partant, n'est-ce pas? Donc, elle était difficile à expliquer, va te le dire, là. Il avait été le partant du premier match en 97. Je pense que c'est peut-être un présage du genre de saison que les Expos étaient pour avoir. À domicile, en plus. Marc, on va terminer par quelques joueurs de position qui ont décidé de changer de vocation. Tyler Naquin et plus récemment, dans les dernières heures, en fait, Joey Gallo. Ce sont 2 joueurs qui avaient un bon potentiel. Puis Joey Gallo, je veux juste dire, Marc, il finit sa carrière de frappeur, s'il ne revient pas, évidemment, sur sa décision, avec une moyenne en bas de 200, mais un MPP+, au-dessus de la moyenne. Donc, tu comprends? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont frappé sur le clou de Joey Gallo. C'est pas un frappeur des majeurs parce qu'il ne frappe pas pour 200. Je t'avoue que j'ai un petit peu de difficulté avec celle-là, Marc. Il apportait beaucoup d'autres choses. On ne parle même pas de sa défense. Je parle juste de son rendement à l'attaque. Tu vas me dire, c'est frustrant, ces retraits sur des prises, absolument. J'aurais pas voulu qu'il joue pour Philippe Alou parce que je pense qu'il n'aurait assurément pas joué régulièrement. Ceci étant dit, Marc, ce sont 2 bons athlètes. Naquin, Marc, je ne sais pas si tu t'en rappelles, j'avais déjà comparé à un Mark Griffin. C'est un frappeur gaucher qui avait des qualités qui te ressemblaient beaucoup ou vice-versa. Visiblement, c'est des gars qui ont assez confiance en eux pour que ça marche. Donc, tu le vois comment? Toi, tu aurais pu être dans ce bateau-là parce que tu as eu un bon bras. Il y a même quelqu'un qui y a pensé, en ton cas. Oui, moi, j'étais avec l'équipe canadienne, en fait. Ma première année avec l'équipe senior, l'équipe olympique. Et on m'avait approché, m'a dit, écoute, si jamais ça te tente pas de continuer comme frappeur, nous, on va te prendre. Mais écoute, Alain, j'ai tellement pas la tête d'un lanceur que j'avais dit non. Mais puis évidemment, là, par la suite, j'ai continué ma carrière jusqu'à jouer professionnel. Mais tu sais, dans le fond, puis Joey Gallo, là, il recommence pas à zéro en passant. Là. Le gars-là, lorsqu'il a joué au secondaire, un lanceur dominant. Là. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs de position que vous voyez dans le baseball aujourd'hui. Bryce Harper était un excellent lanceur lorsqu'il jouait au secondaire. Là. Fait que les gars partent de quelque chose. Et Joey Gallo pouvait lancer effectivement 95 000 à l'heure du champ. Là. Il faisait des relais. Il était reconnu pour un bras puissant. Alors, est-ce qu'on est capable de tout mettre ça ensemble? Écoute, si tu lances 95, 96, 97 à la grandeur qu'il y a un physique de lanceur. Moi, je trouve pas l'idée folle, mais pas du tout. Là. Vraiment pas. Il y en a qui ont réussi à le faire. Tu sais, des Rick Ankiel, lui, c'était quasiment. Il l'a fait à l'inverse, tu vas me dire? Oui. Mais il l'a fait quand même. Anthony Ghost l'a fait plus récemment. Oui. Et moi, je trouve que c'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Écoute, on voit des choses. Tu sais, l'arrivée d'Ohtani a peut-être ouvert des yeux. Là, on a un lanceur. Je sais pas si tu as vu aucun entraînement, mais le jeune lanceur des Mariners qui lance des 2 côtés. Ben oui. Impressionnant, lance 95 de la gauche, 92 de la droite. Soit dit en passant, pour les gens, c'est que c'est le lanceur qui doit dire de quel côté il va lancer. Parce que si jamais tu as un frappeur ambidex aussi, là. Ben oui. Mais tout ça pour dire que c'est impressionnant. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on
on laisse le joueur aller là-dedans. C'est-à-dire qu'on, tu sais, le baseball a longtemps été, tu peux pas lancer, tu peux pas être lanceur si t'es joueur d'opposition. Là, Ohtani ouvre un petit peu la porte. On a un lanceur qui lance des deux côtés, on a des joueurs qui viennent. Moi, là, si tu as du talent, tu es capable, donne-leur l'opportunité. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans ce dossier-là. Mais il n'y a pas de doute de la qualité du bras de Gallo. Puis ça ne prendra pas 3 ans, là, selon moi. Là. Ça va prendre, évidemment, un peu d'expérience à aller chercher, mais ça peut devenir une expérience intéressante. Oui, ce sera à suivre. Là, les White Sox l'ont libéré parce que les White Sox avaient tout simplement pas de manche à lui donner, même dans le baseball mineur. Ça va pas bien au niveau majeur, mais on est en train de développer plusieurs lanceurs dans le réseau de filiales. Et on veut leur donner des manches. Et on a dit à Joey Gallo, écoute, on n'a pas de place pour toi. Et Joey Gallo, à sa demande, a été libéré par les White Sox de Chicago. Donc, il est libre il va trouver une place d'offrir ses services. Oui, compte tenu du manque de bras. Il va trouver une place. Ça peut être même dans le baseball indépendant. Là. Je veux dire, ce que je vais faire, c'est qu'il va lancer cette année quelque part. Puis, que ce soit dans le baseball professionnel indépendant ou affilié, on va le regarder. Puis, s'il y a des signes qui sont vraiment intéressants, ben il y a quelqu'un qui va prendre une chance sur lui. Je veux dire, les bras, là, tout le monde cherche ça, des bras. Oui, j'espère qu'il y a un bon contrôle parce qu'effectivement, il a un excellent bras. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on le faisait jouer au premier but, même si effectivement c'était une très bonne cible. Il était très bon. Je pense qu'un voltigeur de droite, il était meilleur. Voilà ce qui conclut ce balado. J'espère que cela vous a plu. On s'approche de plus en plus du début de la saison régulière. Il y aura un autre balado, évidemment, lundi prochain. Et par la suite, nous aurons nos 2 émissions spéciales. Il y aura une émission spéciale avec nos amis de Passion MLB. Et par la suite, on commence notre saison le premier dimanche de la saison régulière du baseball majeur avec un bon duel Atlanta-San Diego. Ce sera à suivre. Mais merci Marc, merci Martin Villeneuve à la technique comme à l'habitude. On se donne rendez-vous lundi prochain pour notre prochain balado. Portez-vous bien d'ici là. À la prochaine. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.